Patrick Favre est un homme au mental d'acier, un aventurier, un navigateur. Traverser l'Atlantique ne lui a pas suffi, il l'a fait 9 fois. 3 fois à la voile, 6 fois à la rame, dont des traversées à plus de 40 jours complètement seul. Mais Patrick Favre, vous l'avez peut-être déjà vu, parce qu'il a accompagné McFly et Carlito dans leur incroyable traversée à la rame de Mandelieu à Calvi. Prenez donc place, confortablement, pour découvrir les coulisses de l'aventure avec McFly et Carlito, mais aussi celle de sa vie d'aventurier. Des anecdotes, du partage et des leçons à tirer d'un homme qui, grâce à ses aventures extrêmes, a appris à mieux se connaître. C'est maintenant sur le podcast JVY. Bonjour Patrick Favre, déjà merci beaucoup pour cet échange, je suis très content de parler avec vous, on a eu l'occasion de pas mal se parler ces derniers temps, aussi bien au téléphone qu'avant cet échange, donc déjà très cool. Déjà pour commencer, comment allez-vous? Eh ben, écoute, je vais très bien, je suis en pleine forme, je me débat dans des préoccupations terrestres avant de rejoindre la mer très prochainement, puisque fin janvier, début février, ce sera le départ d'une nouvelle traversée pour moi à la rame. Parce que du coup, et je vais en revenir petit à petit, on va creuser à mesure un petit peu votre parcours et puis ce que vous avez pu faire, mais vous avez traversé donc 9 fois l'Atlantique, ce qui fait que déjà vous êtes à peu près différent. Enfin, vous avez fait un truc en plus de à peu près tous les gens qui vont regarder cet échange, parce que c'est assez incroyable. J'imagine, c'est des traversées qui, en termes de souvenirs, en termes d'expérience humaine, sont incroyables. Et puis en même temps, donc vous l'avez fait 3 fois à la voile et 6 fois à la rame, si j'ai bien compris. Et à la fois, vous avez aussi été dans l'équipe qui a accompagné McFly et Carlito. Donc, la plupart des gens ont vu, puisque c'est des youtubeurs qui sont connus en France. Et pour le coup, cette traversée a beaucoup fait parler parce qu'ils ont, du coup, même si on en parlera un peu plus après, traversé la France pour aller jusqu'en Corse, donc départ Mandelieu et arrivée Calvi. Moi, déjà, je me pose une question très simple. C'est comment se passe le début de cette aventure pour vous de sport nautique? Parce que au départ, Patrick Favre, c'est école de commerce et courtier en gestion de patrimoine. Comment on en arrive à finalement traverser l'Atlantique 9 fois? C'est ça, bah oui, écoute, bonne question, bonne question. Je fais mon travail. Je sais même pas moi-même. J'aurais tendance à te répondre ça. Non, c'est toujours difficile de dire pourquoi on fait les choses, mais en tout cas, quand je me retourne sur mon parcours, ça vient du fait que j'ai fait de la voile depuis que je suis tout petit. En fait, on allait en vacances en Bretagne avec mes parents, donc j'ai appris à faire de la voile sur les petits bateaux pour enfants, les optimistes, on appelait ça. Et après, du 320, du 420, du 5 au 5, du catamaran, de la planche à voile, des bateaux habitables. Voilà, tout ce qui flottait m'intéressait. Et puis donc bah voilà, j'ai su faire de la voile assez tôt. Et puis après dans l'école de commerce, donc le SCP que j'ai. Alors j'y étais entre 1990, non 90 c'est mon année de sortie, voilà. Donc ça c'est une école qui se fait en 3 ans. Là je m'occupais du club de voile. Donc et on avait un bateau basé à la Trinité-sur-Mer avec lequel on faisait des courses le week-end. Voilà, donc il y a eu cette expérience-là, il y a eu un certain nombre d'expériences diverses en bateau. Dès que j'avais l'occasion de monter sur un bateau, j'en profitais. Euh, et puis, euh, j'ai fait pas mal de sport. Mon sport, c'était le judo. Euh, donc, tu mélanges le judo et la voile. Bah, de 90 à 2000, ça fait beaucoup de raids d'aventure multisport. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie de sportif? Et puis, il y avait des grandes traversées à la voile qui m'intéressaient beaucoup, la route du Rhum, la Transat anglaise, le Vendée Globe. Tout ça, c'est des courses qui me faisaient un peu rêver. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais moi, c'est bien les rêves, mais j'aimerais bien les réaliser, en fait. Et puis, j'ai réfléchi à la manière dont je pouvais arriver à me mettre sur une ligne de départ. Et puis j'ai fait ma première transat en 2000, donc la transat anglaise entre l'Angleterre et les États-Unis en solitaire sur des bateaux du Vendée Globe. Donc j'ai racheté un bateau de Jean-Luc Vandened qui s'appelait 36-15 mètres, qui est très connu dans le monde de la voile, parce que c'est des bateaux étroits, qui sont des bons bateaux dans des coups de vent forts avec vent de face. Et puis j'ai eu ce bateau-là pour la transat anglaise. J'ai acheté son petit frère, c'est-à-dire le deuxième bateau de Jean-Luc Vandened 2 ans après. Et puis avec, j'ai fait la route du Rhum.
Alors donc voilà, donc je fais la Transat anglaise, je fais la route du Rhum, et puis après je rencontre des gens qui veulent organiser une course à la rame, euh, qui m'intéressait. Tu vois, ça regroupait à la fois le côté physique et puis le côté maritime. Et puis ça s'est fait en 2006. Donc je fais ma première Transat à la rame, j'adore ça. J'en refais une en 2009 dans le cadre d'une course. Voilà. Avant 2006, il y avait 6 personnes qui avaient traversé l'Atlantique à la rame en France. Et, euh, et puis 2006, 2009, 2012, 2013, 2016, 2019, maintenant 2021, voilà, des traversées en solo et en équipage. Voilà. Et la rame océanique, ce qu'il faut savoir, c'est en France, il y a 2 personnes vraiment qui sortent du lot. C'est Gérard Daboville, qui en 81 et en 91 a traversé l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord, et Emmanuel Coindre, qui lui a été un petit peu plus vite que Gérard Daboville, mais quelques années après, et voilà. Et c'est vraiment les 2 Français qui ont été les plus remarquables dans leur traversée, puisqu'il y a que eux 2 qui ont réussi à faire ces 2 traversées en solo aujourd'hui. Et moi, je fais un peu plus d'équipage, mais sur un niveau de difficulté qui est moindre que ces 2 gars-là qui ont été tout à fait extraordinaires. Et vous parlez de 2 gars, et justement, vous avez eu l'occasion d'échanger avec 2 autres, donc McFly et Carlito, pour leur traversée. Moi, au départ, je me dis, comment vous, qui du coup avez fait 9 fois l'Atlantique, avez quand même beaucoup d'expérience là-dedans, qu'est-ce que vous vous dites quand vous avez un appel de 2 mecs qui sont certes gentils et attachants, mais qui, pour le coup, ont aucune expérience là-dedans? Qu'est-ce que vous vous dites au départ? Alors au départ, c'est la production même qui m'appelle pour me demander si McFly et Carlito, dont je connaissais le nom, mais vraiment pas tellement plus que leur nom, pouvaient être des coéquipiers potentiels pour une traversée de l'Atlantique. On était parti sur l'Atlantique au départ. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, mais ça nécessite un peu d'entraînement, et puis c'est surtout il faut débloquer dans leur emploi du temps une période de temps un petit peu longue peut-être par rapport à la vie d'un YouTuber reconnu. Et donc de 3 mois, c'est passé à 3 jours. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire sur 3 jours. Et puis il y a eu cette proposition de traverser continent Corse qui est arrivée, et on m'a demandé si c'était possible. J'ai dit non, mais c'est pour ça qu'on va le faire. Parce que franchement, quand on n'est pas marin, qu'on n'est pas des grands sportifs, qu'on n'a aucune compétence en navigation, qu'on ne sait pas ramer, effectivement, ça paraît quand même un défi un petit peu tordu, et c'est pour ça que ça m'a intéressé. Et justement, dans la préparation, donc il y a eu une vidéo d'ailleurs un petit peu sur la préparation de McFly et Carlito. Comment ça se passe la préparation, et surtout, est-ce que finalement il y a une préparation différente vraiment entre McFly et Carlito qui partent et vous quand vous partez? Parce que je crois avoir vu qu'eux ils ont fait 192 km, il me semble, quelque chose comme ça, au total, si je dis pas de bêtises. Et vous, j'ai vu des traversées, enfin, je crois que ça dépassait les 4000 km, non? Oui, bah oui, c'est qu'entre 4000 et 4800 kilomètres, je crois, mais bah, le principe, c'est de devenir compétent dans des domaines qui sont, 1, savoir ramer, 2, savoir naviguer, et 3, maîtriser son bateau, en fait. Hein. Et donc finalement, ce qu'on a fait avec McFly et Carlito, c'est on est passé par ces étapes-là. Ouais. Ils ont appris à ramer, et ils ont été motivés parce qu'ils ont ramé. La première fois que je les ai vus, c'était au club d'aviron de Courbevoie en région parisienne. Ensuite, pendant les mois d'août, ils ont continué à la fois à Courbevoie et à Toulon. Sur l'aspect navigation, on a fait une petite sortie. Je voulais faire une sortie un peu plus longue, mais on a été au Havre 2 jours et puis 2 nuits pour qu'ils voient un petit peu les impressions qu'on a quand on est la nuit en mer. Pour pas que ce soit leur toute première expérience le jour où ils faisaient la traversée. Et puis surtout, on n'était pas très loin non plus d'eux parce qu'on avait un bateau accompagnateur qui était pas loin. Donc, ça permettait quand même de pas avoir besoin de les former d'une façon trop profonde et donc assez rapidement. Voilà, c'est ça qui a permis de faire les choses rapidement, parce que tout seul, ça aurait été un petit peu compliqué avec toutes les notions qu'il y avait à connaître. Moi, j'ai navigué depuis que je suis tout petit.
Donc, toute cette culture de la navigation, de la voile, des instruments, etc., je l'ai eu petit à petit. Ça a pris des années. Voilà, ça fait 50 ans que je navigue. Donc, ça fait pas mal d'expérience sur plein de supports de navigation différents. Donc, à la fin, ça fait de l'expérience. Et à la fin, j'ai fait 9 fois l'Atlantique et j'ai pris 9 départs. Donc, 9 départs, 9 arrivées. J'ai jamais fait appel au secours pour le moment, en tout cas pour le moment, parce que franchement, on aurait beau être le plus expérimenté du monde, c'est pas du tout dit qu'on ne fera pas appel un jour à des gens pour nous sortir d'une situation compliquée. On le voit d'ailleurs avec les grands marins français qui parfois, malgré toute leur expérience, ont des problèmes de matériel, de bateau ou autre. Et donc voilà, j'ai petit à petit accumulé cette expérience pour être aujourd'hui, on est 4 en fait dans le monde à avoir fait plus de 6 traversées océaniques. Donc voilà, il y en a qui en ont fait 1, 2, très peu en ont fait 3, 4, 5, 6. C'est que vraiment on aime ça, quoi, je crois. Hein. Donc, est-ce qu'on a une case en plus ou une case en moins? C'est là où ça se discute. Et McFly et Carlito, Ils ont une case en moins. que, je sais pas si c'est en plus ou en moins, tu vois, je sais toujours pas, mais en tout cas, on s'est retrouvés autour de ce projet-là. Et tu vois, petite anecdote, on s'était jamais vu. Hein. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était donc au club d'aviron de Courbevoie. Je commence un petit peu à discuter avec eux. Ils me disent hop, ne parle pas, ne dis rien. On garde tout ça pour la spontanéité, pour voilà, ne rien préparer pour ça. Et donc, ce qu'on voit sur les images de la vidéo de la préparation, c'est vraiment les premières fois où on parle ensemble. Il n'y a pas de trucage, quoi. Hein. C'est vraiment la spontanéité, la sincérité, les réactions en direct, non préparées. Et c'est ce qui rend le truc assez amusant. Ce que je retiens, moi, c'est que c'est quand même une belle rencontre. C'est-à-dire que c'est au-delà des youtubeurs très connus, c'est quand même des gens avec qui j'ai eu plaisir à travailler de bout en bout. Voilà. Et donc, il y a quasiment pas eu de moment où je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment, tu vois, c'était un truc, ils étaient à leur place, j'étais à ma place. Franchement, je me suis bien amusé et c'était intéressant. C'était intéressant. C'est vraiment 2 garçons hyper attachants, hyper sympathiques et qui essayent de donner à leurs vidéos un peu de fond. C'est pas juste du divertissement, ils essayent de montrer aussi des choses intéressantes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Voilà. Et justement, dans ce qu'ils ont montré, je trouve et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu finalement leur personnalité en entier, c'est-à-dire dans les super moments, dans les moments plus difficiles. Moi, j'avoue que pour les suivre, du coup, voir un peu comment ils fonctionnent juste de derrière la caméra, puisque pour le coup, enfin, en regardant simplement leurs vidéos, je me disais, on voyait en fait que c'est ces 2 personnes qui vivent une vie hyper intense, qui sont hyper motivées, hyper passionnées, etc. Donc finalement, et en plus, on voyait qu'il y avait vraiment le truc de se dire, bon, on va jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés, etc. Donc finalement, moi, à aucun moment, je me suis dit, avant de regarder la vidéo, ils ont failli abandonner. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que la vidéo commence et à peine quelques heures après, pas 24 heures, même pas, je pense, on les voit presque au fond du trou, dans le noir, à dire c'est pas grave si j'abandonne, enfin, entre guillemets, ça te dérange pas, ça te fait quoi, etc. Il faisait que dire bon, on va essayer de continuer sans abandonner, je crois, à un moment, McFly dit. Enfin, qu'est-ce qui fait que cette traversée elle est si dure pour que 2 mecs sont invincibles, enfin, on a cette sensation tellement ils vivent une vie à 2000 à l'heure, pour en arriver à presque abandonner au bout de quelques heures, quoi. Ouais, alors, c'est là où ils sont très forts, d'une part, parce qu'en fait, tu vois, ils n'ont pas je dirais, de filtre par rapport à ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'arriver à donner leur ressenti directement. C'est-à-dire que on sait qu'ils ont eu envie d'abandonner, ils en parlent, ils le disent tel qu'ils le vivent, et ça c'est vraiment intéressant, je trouve. Hein. Les marins, ils ont un peu tendance à garder les choses pour eux, etc. Donc là, ça en fait une vidéo extrêmement vivante, agréable, intéressante. On voit par quelle phase ils passent. Donc ça, c'est un atout énorme. Ensuite, vous avez pensé qu'ils allaient lâcher, vous, d'ailleurs?
moi, j'ai vu qu'il y avait un petit basculement possible le dimanche matin, là. C'est-à-dire qu'en fait, on part le samedi matin. Puis effectivement, toi, ils n'avaient pas ramé plus d'1 heure de suite, peut-être. Hein. Donc là, premier jour, ils rament. Si tu prends de 10 heures à 22 heures, ça fait 12 heures, ça fait 6 heures chacun. Hein. Donc 6 heures chacun. La nuit arrive, il commence à faire froid. À un moment donné, on se retrouve au milieu de 7 ou 8 cargos avec des lumières partout. C'est inconfortable, il fait noir. Ils avaient du mal à dormir dans le bateau, ça bouge, ils sont un peu sensibles au mal de mer. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de vent, tu vois, mais un bateau à rame, ça bouge énormément. Donc, dans toutes les courses que j'ai faites ou les traversées que j'ai faites en bateau à rame, même des gens qui sont très peu sensibles au mal de mer risquent sur un bateau à rame enfin, c'est pas risque, c'est 99% des gens qui sont malades, même pour des gens habitués, même pour des marins. Moi, quand j'ai fait ma première transat à la rame, j'ai été un peu malade, peut-être moins que d'autres, mais j'ai quand même ressenti cet effet de ce petit bateau qui bouge en permanence avec un mouvement qui génère un conflit entre ton oreille interne et tes yeux, ce qui entraîne un déséquilibre. Et donc, j'avais l'outil magique pour résoudre ça, mais il faut les utiliser correctement. Toi, c'est des lunettes anti-mal de mer, c'est des Français qui font ça. Ok. Et tu les mets comme ça, là, tu vois, t'as pas l'air ridicule du tout. Non, du tout. Hein. T'as un espèce de petit liquide ici qui bouge quand tu bouges, et ça permet de résoudre ce conflit entre le cerveau et l'oreille interne. Donc là, tu vois, là, tu me donnais un petit peu le mal de mer, mais là, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, je plaisante. Il faut garder ça. Il faut garder ça tant que tu as des symptômes du mal de mer, tu vois. Mais ça, c'est un outil intéressant. Alors, ils l'ont pas utilisé peut-être suffisamment de temps, mais en tout cas, le matin du dimanche, ils ont toute cette accumulation entre l'effort, la nuit, le froid, le manque d'habitude en pleine mer, le fait de passer de la terre où tu es bien confort dans ton hôtel à un milieu où ça bouge énormément. Et le matin, tu t'as mal dormi ou t'as pas dormi ou t'as peu dormi, t'as une petite baisse de morale. Et puis là, écoute, presque naturellement, pour n'importe qui, c'est mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous dans cette galère? On n'a pas fait beaucoup de chemin, on doit encore beaucoup ramer, on n'en peut plus, on vomit, on n'est pas bien. Et là, j'ai senti qu'il y a une bascule là, possible ce dimanche matin. On le voit d'ailleurs sur la vidéo, mais moi, je suis juste intervenu en leur disant profitez de la chance que vous avez d'être là. À partir du moment où tu as encore ton intégrité physique, même diminuée, que tu n'as pas de blessures lourdes, que tu peux donc ramer, même si tu n'es pas très en forme, on n'était pas en danger. On était dans un milieu où, certes, on n'avançait pas. Puisque non hostile, quelque part. Ouais. Voilà. Mais toi, j'ai juste donné le petit truc qui fait que ils l'ont saisi tout de suite. Moi, je pensais que ça allait durer 2-3 heures, toi, qu'ils allaient se remettre, mais doucement. Mais pas du tout. Ils se sont remis tout de suite à ramer. Ça veut dire que dans leur esprit, il y avait une lumière qui était là et qui ferait que sans doute qu'ils n'auraient peut-être sûrement pas abandonné, en fait, tu vois. Et ça aurait peut-être pris un petit peu plus de temps. J'en sais rien. C'est très difficile de dire ce qui se serait passé. Mais en tout cas, ils avaient le fighting spirit qui faisait qu'ils avaient envie d'y aller. Et nous, on avait aussi envie d'y aller. On avait envie de montrer que avec une petite préparation quand même bien étudiée, on pouvait aller au bout de ce projet. Et vous, justement, vous en avez fait pas mal des traversées, notamment en solitaire. Et ce que je trouve incroyable, même si j'imagine que vous êtes quand même un peu en contact avec des personnes, même si c'est pas aussi proche et que quand vous êtes en solitaire, vous n'avez pas quelqu'un derrière vous. Ça doit être extrêmement difficile. Comment on fait justement quand on a une galère comme ils peuvent en avoir, où du coup ils se sont soutenus, ils ont beaucoup parlé, etc. Quand on est seul, parce que j'imagine on est seul au milieu, il n'y a rien, il n'y a aucun repère, il y a toujours les mêmes choses. C'est un genre de quotidien, mais dans la difficulté, parce que physiquement ça doit être dur, émotionnellement on l'a dit. Ça doit être super dur. Comment vous faites, vous, en étant seul, quoi? Est-ce que vous vous préparez avant à ça? Comment vous faites? Alors, tu vois, moi, j'ai un secret là-dessus, mais je vais te le donner. Merci. On le dit pas fort, hein. On le dit pas fort. On le dit pas trop fort. Toi, je m'approche un peu, mais okay. Toi, on dit souvent, je suis seul avec moi-même. Ça fait déjà quasiment 2 personnes, ça.
Donc être seul avec soi-même, c'est déjà à la fois être acteur et être un peu spectateur de sa situation. Et en fait, moi, par exemple, quand j'ai une insolation, je me souviens d'un moment où j'avais plus d'énergie, un peu comme McFly et Carlito le dimanche matin. Tu vois, ça m'a refait penser à ça quand ils ont eu Ah ouais. cet épisode-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvé complètement sans énergie du tout. Euh, une sorte d'insolation, voilà, par la température. Qu'est-ce qu'on fait? On s'allonge et puis on attend que ça revienne. C'est-à-dire que j'avais pas de blessure particulière, j'étais pas en danger, et là on n'était pas en danger non plus avec McFly et Carlito. Et puis on est à la fois spectateur du fait qu'on n'est pas bien, et à la fois on est acteur. Tu vois, c'est comme si tu avais une petite caméra qui se déplaçait, qui te regarde là dans une. Mais comme c'est une situation qui est pas facile, moi je considère que quand c'est pas facile, c'est là où tu apprends le plus. Donc à partir du moment où tu te mets pas en danger de mort, et c'était pas le cas, c'est très intéressant de voir quelle réaction tu peux avoir par rapport à cette difficulté. Est-ce que tu lâches tout de suite? Est-ce que tu t'accroches comme une teigne? Est-ce que voilà, et cette connaissance de soi-même qu'on a par l'entraînement, hein, par un certain nombre de situations que tu vis, par des épreuves d'endurance, par toute une expérience sportive ou pas d'ailleurs, ou professionnelle, ou familiale, ou personnelle, voilà, où tu as été mis dans des circonstances où tu avais des difficultés. Et le fait de les apprécier, hein, de transformer la difficulté en un obstacle à passer, mais pas un obstacle qui est là pour te détruire, c'est un obstacle qui est là pour t'apprendre des choses. Donc finalement, quand tu te retrouves dans une situation comme ça compliquée, tu te regardes, tu apprécies la situation. Là, en plus, on est dans un cadre choisi. Hein. McFly et Carlito, ils ont choisi d'y aller. Ils n'ont pas été contraints d'y aller. Moi, quand je fais des traversées, j'y vais parce que j'y vais par plaisir, par envie d'être là-bas. Donc, on n'est pas dans un cadre où tu subis complètement la situation et où c'est beaucoup plus difficile de faire ce que je dis là. Donc, on est quand même dans un moment où tu peux aller chercher en toi des ressources, mais c'est des ressources qui sont plus facilement accessibles à partir du moment où tu fais les choses par plaisir. Tu vois, personne m'a forcé à aller traverser l'Atlantique tout seul. Heureusement. Donc, moi, je n'ai pas de moment où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, où j'ai pas le moral, etc. Je peux être complètement épuisé physiquement, mais pas mentalement, pas moralement. Et donc, à partir du moment où tu es dans ce trend-là, bah, tu profites du moment, et quel que soit le moment. S'il fait beau, bah, il fait beau, mais tu sais qu'il va pleuvoir après. Et s'il pleut pendant 24 heures et que tu en as marre, mais tu sais qu'à un moment donné, le soleil va revenir. Donc, toi, c'est pas la peine d'être pressé, de s'énerver et de vouloir que les problèmes se résolvent en 3 minutes. C'est pareil pour McFly et Carlito. Le dimanche matin, je leur ai dit, prenez votre temps. Laissez-vous le temps de voir cette énergie revenir. On est bien, il y a du soleil. En plus, là, il y avait du soleil. C'est pas comme s'il y avait une tempête incroyable. Ça aurait augmenté la difficulté. Mais voilà, on était bien, on était ensemble. Il y avait des gens qui se sont trouvés, se sont fait confiance. Et petit à petit, ils étaient entourés que des gens qu'ils adoraient. Il y avait à bord du bateau, il y avait Camille, il y avait Red Bull, il y avait donc Camille, c'est leur assistante. Il y avait les gens qui étaient là pour faire du direct et avec qui le courant est vite passé. Donc du coup, il y avait que des amis autour d'eux et on n'était pas pressés. Nous, ça, si ça durait 3 jours de plus, c'était pas un problème. À partir du moment où tu es dans une ambiance bienveillante et quand tu es tout seul, c'est à toi de te mettre toi-même dans cette ambiance bienveillante, c'est plus facile pour surmonter la difficulté. Et McFly et Carlito, je suis même pas sûr qu'ils avaient besoin de moi pour surmonter cette difficulté. Après, moi, j'ai apporté un petit, j'ai senti ce petit basculement possible. S'ils se décidaient très vite, peut-être qu'ils auraient abandonné, mais à partir du moment où ils prenaient leur temps, ils disaient bon attends, on est bien là en fait, on est vachement bien. Et puis après, on a vu que au long de toute la vidéo, ça s'est reconstruit. Et puis petit à petit, t'approches un peu du but. Et voilà, tu vois, t'as eu cette descente vers l'enfer. Après, t'as eu une sorte de renaissance. Et puis après, t'as l'arrivée où c'est l'euphorie de l'arrivée et où finalement t'es passé par des phases psychologiques qui, en très court, sont des phases qui peuvent nous arriver sur l'Atlantique, mais voilà,
voilà, c'est très intéressant de voir comment on réagit face à des événements qui sont ceux-là. Alors après, chacun a une réaction différente, mais voilà, chacun doit apprendre à se connaître. C'est pour ça que les traversées, c'est vraiment un moment privilégié pour se connaître. Et 65 heures, c'est long et court, mais surtout long de public extérieur. Et en fait, 65 heures, c'est une partie, vous l'avez dit, il peut faire soleil, il peut faire moche, etc. jour, et une partie nuit. Et j'ai eu l'impression aussi que, en regardant, qu'ils ont eu vraiment du mal avec cette partie nuit-là. Et j'ai eu l'impression que, en fait, ils ont presque vécu ce truc où, en dehors du fait qu'ils étaient en train de ramer au milieu de rien et que c'était difficile, qu'ils ont vécu un truc d'inconfort parce qu'ils étaient en pleine nuit, au milieu de rien, de tout à la fois. Ils étaient pas chez eux, il y avait pas de confort, il y avait aucun repère, il y avait presque aucun proche, même s'il y avait leurs amis d'un bateau proche. Comment on fait pour appréhender la partie nuit aussi, qui finalement est presque une autre discipline, quoi, tellement que c'est différent dans la façon de le gérer? Ah oui, là, tu mets le doigt sur un truc important, c'est-à-dire que la nuit, nous, en tant qu'occidental moyen, on vit plutôt le jour. Bon, à part, là, il y a les jours qui raccourcissent en ce moment, mais on vit quand même plutôt le jour. Et la nuit, c'est, on arrête de travailler, on dort, voilà. Donc, on n'est plus habitué, en fait, à agir la nuit. Un marin, je dirais pas il y a pas de différence, parce qu'il y a une différence de luminosité, mais que ce soit le jour ou la nuit, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, j'adore ramer la nuit, mais on voit sur les traversées à la rame des gens qui sont pas habitués. Quand la nuit commence à tomber, ils rentrent dans la cabine et puis ils se lèvent quand le matin arrive. Parfois, je me demande même s'ils font un peu attention aux cargos qui potentiellement peuvent leur rentrer dedans. Je suis même pas sûr. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, la nuit ou le jour, il y a presque pas de différence. Alors, sur la traversée avec McFly et Carlito, effectivement, là, on a des gens qui sont pas habitués à vivre comme ça la nuit sportivement. L'ambiance est différente. Effectivement, il y a c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec toi. C'est une autre ambiance. Et là, ça renforce le sentiment de manque de repères. Et donc, du coup, ça renforce encore la descente. Hein. Si tu es dans une phase de descente et de difficulté, ça renforce encore ça. Quand on voit en quelques heures comment on peut être affecté par le fait de vivre dans un environnement qui est néanmoins contrôlé, avec un kata juste à côté, ils viennent sur le kata, mais on voit, alors que c'est quand même des gens solides, hein, McFly et Carlito, c'est pas n'importe qui, ils ont un rythme de vie tout à fait extraordinaire, donc qui est organisé, qui est calibré, etc. Et on voit qu'en peu de temps, on arrive effectivement à passer dans un autre monde. Et ça, c'est souvent ce qu'on voit avec des rameurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que la première journée, ou disons les 2-3 premiers jours, c'est les plus difficiles parce qu'on passe d'une vie à peu près normale à une vie qui est complètement différente, qui n'ont rien à voir, avec un nombre d'heures d'effort important. Donc, tu perds en lucidité avec les heures de rame. Et c'est ce qu'ont vécu exactement McFly et Carlito. Oui. Tu vois, là où ils ont été bons, c'est que ils ont vraiment fait le switch à un moment donné. Ils se sont dit, mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas pressé, on peut y aller. Et puis c'est reparti immédiatement, enfin presque immédiatement, au moment où ils ont fait ce switch là. Et dans les vidéos, on découvre aussi comment ça se gère ramer, puisqu'ils sont deux, et ils font pas en même temps, c'est des quarts, donc ils faisaient plus ou moins 1h30 chacun. Moi, je me suis posé une question très bête en regardant, hein, et vous allez vous dire, mais c'est évident, mais pas pour moi. Vous avez fait plein de traversées en solitaire, donc comment vous faites? Vous arrêtez? Comment vous gérez? Parce qu'on a vu qu'à un moment donné, ils ont arrêté tous les deux, et les gens d'ailleurs s'inquiétaient de leur carte à distance parce qu'on les voyait faire un trajet bizarre parce qu'ils avaient arrêté. Comment vous gérez ça, du coup, vous, quand vous êtes seul? Alors moi, je dors pas. Hein, je dors pas pendant 1 mois et demi. Pendant 1 mois, ah ben respect. Ouais. Voilà, tout simplement. On passe à la question d'après. Ouais. non. Donc, non, on gère ça.
À la rame et à la voile, c'est un peu différent. Donc, à la voile, on va faire. Il y a certaines périodes où on va se réveiller toutes les 10 minutes environ. Si tu traverses la Manche et que tu es un peu fatigué, il y a beaucoup de cargos. Le bateau va vite, les cargos vont vite aussi. Le paysage change rapidement. Donc, on va faire des micro-siestes de 10 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça dépend un peu de la marge que tu as par rapport à l'environnement dans lequel tu es. Et puis, quand tu vas avoir un peu plus de temps, je sais qu'à la rame, par exemple, assez naturellement, je vais dormir peut-être à peu près 1 heure et demie. Tu vois, je vais pas mettre de réveil. Il y a des alarmes sur les appareils électroniques qui te réveillent si vraiment il y a un souci avec un cargo qui passe ou des choses comme ça. Mais tu vas te réveiller naturellement, en fait. Et puis, par exemple, si le bateau change d'axe, les vagues vont taper le bateau différemment, tu as une sorte de bruit différent et tu mets un peu ton cerveau en veille pour qu'il te prévienne. Et donc, tu vas te réveiller, en fait. Enfin, en tout cas, moi, ça marche. C'est-à-dire que si le bateau change d'axe parce que, je sais pas, le gouvernail a changé parce qu'il y a une vague qui a poussé le bateau ou n'importe quoi, ça va me réveiller. Donc, je vais aller régler le bateau et je vais me rendormir. Et ça, c'est assez utile d'avoir appris à dormir comme ça un petit peu à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, pour récupérer, parce que quand tu es à terre, il n'y a plus grand-chose qui t'embête. Tu dors quand tu as besoin de dormir et voilà, et tu te dis pas, tiens, là, il y a un truc qui va pas ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de problèmes de sommeil apparemment, des gens qui pensent ne pas dormir. Souvent, il y a des gens qui disent j'ai pas dormi. Mais j'ai pas dormi, ça veut généralement dire qu'on a quand même dormi 4 ou 5 heures. Tu vois, donc, même dans la façon dont on l'explique, voilà. Mais à la voile, on peut sauter une nuit assez facilement. À la rame, c'est très compliqué parce qu'en fait, à la rame, tu as quand même un énorme effort d'un nombre d'heures. Quand tu es en solo, tu vas ramer beaucoup. Alors, ça dépend des solos. Tu peux ramer en faisant une traversée de l'Atlantique avec 3-4 heures de rame par jour, mais tu peux ramer aussi 12, 14, voire plus en heure. Alors, c'est réservé à quelques personnes qui sont capables de le faire, mais tu vas ramer beaucoup. Et donc, du coup, tu as une dépense physique énorme, donc tu as aussi besoin de sommeil. Donc, c'est pas très conseillé. J'ai essayé justement, moi, de réduire mon nombre d'heures de sommeil au minimum, mais le lendemain, c'est vraiment terrible. Donc, du coup, il faut arriver à trouver ton nombre d'heures optimal qui se situe peut-être vers 4 heures, 5 heures, peut-être un petit peu moins, mais faut être à sa propre écoute. Voilà. C'est comme ça que je fais. Moi, si je sens que j'ai besoin de dormir un peu plus, je dors un peu plus parce que je sais qu'après, tu te prépares des blessures. Quand tu rames beaucoup, à un moment donné, si tu es fatigué, tu te détruis, tu t'auto-détruis. Donc, il faut arriver à ne pas s'auto-détruire, mais au contraire, à rester dans la construction, et dans le positif. Et vous l'avez dit, l'une des bascules quelque part, ça a été pour McFly et Carlito de passer de la vie entre guillemets normale à se dire ok, on est dans ce bateau là, on est en train de ramer, notre objectif c'est d'arriver à tel point, on n'est pas pressé, etc. pour essayer de mieux vivre la chose. Et j'ai remarqué, et on le voit dans le documentaire, on sent que ce qui les a sauvés aussi, c'est de parler, de s'exprimer aussi bien entre eux, mais aussi de façon séparée, c'est-à-dire quand l'un était dans le bateau, l'autre allait parler à l'équipe qui était autour, vous l'avez dit, son équipe pour les lives, son équipe Red Bull, ses amis, ses cadres, etc. Et on voit qu'ils s'expriment beaucoup, qu'ils ont beaucoup pleuré en s'exprimant, que ça leur a fait du bien sûrement pour la suite de la traversée. Et encore une fois, c'est ça qui est encore incroyable, j'ai vu des traversées, je crois que j'en ai vu une à 46 jours, j'ai pas vu toutes les durées que vous avez fait pour vos traversées. Encore une fois, j'imagine que vous êtes quand même en communication avec des personnes, mais comment on fait, sachant qu'on parle à personne? Parce qu'il y a ça aussi, parler à personne quasiment pendant autant de temps, ça doit être difficile aussi, parce qu'en dehors de la performance physique, on l'a dit, du sommeil, etc., il y a aussi le fait que, en fait, il y a personne avec qui presque parler. Comment vous faites-vous pour gérer ça? Est-ce que vous parlez à vous-même? Enfin, comment on gère ça, quoi? J'imagine que c'est une solution. Mais oui, mais bien sûr, je te dis, quand tu es seul avec toi-même, tu es quand même déjà avec toi-même. Donc, si tu te supportes pas, et là, tu peux très facilement le voir, il faut que tu apprennes à te supporter, parce que sinon, c'est compliqué. Donc,
moi, j'essaye quand je suis tout seul, j'essaye justement de profiter. Toi, on vit quelque part, on vit dans nos vies de professionnels, personnelles, familiales, sportives, etc. On vit très peu seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment déjà où tu es en couple, euh, éventuellement avec des enfants, t'es jamais seul, quasiment jamais, ou très très peu de temps. Donc finalement, de faire une traversée à la rame seul ou de faire quelque chose seul, d'aller prendre une semaine sur un chemin de randonnée tout seul, encore que c'est pas facile de rester tout seul sur des chemins de randonnée parce que tu fais des connaissances généralement intéressantes, mais en tout cas faire quelque chose tout seul, moi je considère que c'est une chance. C'est-à-dire que c'est la chance de fonctionner dans un rythme où tu n'écoutes que toi-même dans la vie qu'on vit dans nos villes ou même dans nos campagnes. À partir du moment où tu as un métier, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire que tu as forcément des rendez-vous téléphoniques, des contraintes, les enfants, le sport, un espèce de rythme que tu t'imposes à toi-même, hein, généralement. Et si tu t'imposes trop de rythme, bah, il y a un moment donné, ça casse. Et ben là, c'est pareil, sauf que là, tu n'as plus les contraintes t'as plus de téléphone, par exemple. C'est-à-dire que le téléphone, comme quand on t'appelle, ça coûte 14 € la minute, personne t'appelle. Donc du coup, c'est toi qui appelles et t'appelles vraiment à des moments choisis, le routeur, un tout petit peu ta famille. Après, ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien appeler beaucoup, d'autres moins. Mais McFly et Carlito, eux, ils avaient ce fonctionnement de binôme là où on voit leur complicité, enfin vraiment c'est même beau à voir. Hein, c'est vraiment un truc. J'ai trouvé ça fantastique. Là, ils ne font qu'un, et pourtant et c'est deux entités d'une même unité quoi. Donc vraiment là c'est une grande force d'arriver à ça. Donc on voit que quand l'un est moins bien, l'autre est mieux. Ils arrivent à se compléter et puis à l'arrivée, ils arrivent à travailler ensemble vraiment pour être tous les deux sur leur objectif. Donc ça, c'est très beau. Après, tout seul, moi, j'ai jamais trouvé que c'était compliqué. Hein. C'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Tu te rends compte, 45 jours, tu es tout seul, tu dois te débrouiller tout seul. Quelque part, ça veut dire aussi que tu fais confiance dans l'univers, parce qu'en fait, tu pars pas 45 jours en mer si t'as pas confiance, parce que tu te dis, s'il m'arrive un truc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont pas là en un quart d'heure. Si t'arrive un truc, c'est plusieurs heures pour venir te chercher. Hein. Dans l'Atlantique, ça peut être entre 6 et 15, 20 heures. Donc, toi, tu passeras sans doute pas des jours et des jours en mer, parce que avec les balises maintenant qu'on a, etc., on va prévenir. Il y a du monde sur l'Atlantique, donc on va mais c'est pas de l'ordre de minutes, c'est de l'ordre d'heures et pas une heure. Hein. Enfin, si c'est une heure, c'est que tu as vraiment eu de la chance, mais voilà. Donc il faut avoir une certaine confiance dans ce qui va t'arriver, Après, chacun va. Est-ce que c'est ta bonne étoile? Est-ce que c'est ton Dieu? Est-ce que c'est tes croyances diverses? Est-ce que c'est tes objectifs qui font que, etc. Peu importe, mais en tout cas, chacun va avoir ses points de repère sur lesquels il va s'appuyer pour pouvoir franchir cet obstacle. Et en plus, t'as pas le choix. C'est-à-dire que soit tu continues, soit là, t'as pas un catamaran pour monter dessus, etc. Je considère que c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Donc du coup, ça devient chaque instant devient intéressant. Que ce soit facile ou que ce soit difficile. Il y a pas, toi, c'est comme le succès ou l'échec. L'échec, c'est ce qui prépare tes succès. Les succès, il y a un moment donné, tu auras un échec. Donc, tout ça, ça fait partie d'un même chemin qui fait que, de toute façon, faut savoir apprécier les choses, l'instant qui passe, le moment présent. Et voilà, moi, ce que j'essaye de faire pendant les traversées, c'est donner de l'éternité à chaque seconde qui passe. Voilà, si je résume un peu comment je fais. Et comme je considère que c'est une chance incroyable, je me suis battu pour ça. Je vais pas me plaindre au moment où j'y suis en disant, ah bah tiens, j'ai un petit peu mal là, j'ai un petit peu voilà. Et quand on est en équipage, c'est quand même pas facile du tout d'arriver à mettre sur un tout petit périmètre 2, 5, 6, 8 personnes, alors qu'il n'y a aucune intimité, qu'il y a le rythme de rame où tu es tenu par des horaires quand même, parce qu'il faut que ce soit rythmé.
Et là, c'est encore un autre type de difficulté, mais qui est très intéressante aussi, parce qu'il faut résoudre, il faut tolérer son prochain. Voilà, il y a des gens qui vont t'énerver alors qu'ils t'ont rien fait, hein, dans leur façon de faire les choses, dans leur attitude, dans leurs paroles, mais même sans parler. Il y a des gens qui vont t'énerver comme ça automatiquement. Et puis tu en as d'autres, tu vas te sentir tout de suite en symbiose. Donc moi, j'essaye de partir avec des gens où je me dis, bah là, ça devrait bien se passer. Mais parfois, il y a des petites tensions. Et puis les tensions, bah faut les résoudre. Et cette traversée, elle a été particulière aussi parce que pour la traversée de McFly et Carlito, vous étiez, comme vous l'avez dit, à côté, dans un catamaran, etc. Donc c'était assez encadré, c'était un genre de protocole extraordinaire dans la mise en place, etc., j'imagine. Ça vous fait quoi, justement, à vous, qui avez fait autant de traversées, de passer de l'autre côté, d'être sur un catamaran et, entre guillemets, d'accompagner mentalement, ce qui est déjà énorme et techniquement la traversée, mais simplement d'avoir ce rôle-là quelque part et pas d'avoir le rôle d'acteur que vous avez eu sur des traversées hyper longues, quoi. Ouais, alors là, effectivement, tu vois, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais tiens, pour une fois, je suis de l'autre côté. Ça m'était jamais arrivé, je pense, à la rame. Par contre, j'ai fait l'assistance de plein d'équipes diverses et variées sportives, mais à la rame, j'avais toujours été côté bateau, côté rameur. Et là, bah, si tu veux, là où j'ai été surpris, c'est que je me suis pas du tout ennuyé. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment hyper intéressant. Et puis, on est quand même sacrément confortable sur le kata, à les suivre. On a tout ce qu'il faut pour vivre correctement, hein, sur un petit catamaran de croisière. Là, c'est vraiment un univers que j'adore, moi, personnellement. Donc, donc on est bien. Donc, on est bien. Et en plus, on fait un truc qu'on adore avec des gens qu'on apprécie. Faudrait vraiment être, faudrait vraiment être compliqué pour pas trouver que c'est vraiment un truc fantastique. Donc, et puis après, il y a des cas qui se présentent. On voit bien qu'ils descendent un peu, ils remontent. Il y a des phases psychologiques. Bah, moi, j'ai été attentif à tout ça pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer d'intervenir au bon moment, voilà, pour apporter une petite pierre, mais il n'y avait pas besoin de beaucoup, tu vois. On n'était pas sur une traversée très très longue, mais néanmoins, on s'aperçoit que très vite, on peut être dans des situations compliquées. Donc, moi, ça m'a ravi de faire cette traversée côté bateau accompagnateur. C'est même une chance terrible parce que voilà, on a vu aussi fonctionner les équipes techniques, les images. Voilà, c'était incroyable parce que c'est vrai qu'il y avait un dispositif, on voyait des GoPro de tous les côtés, ils chargeaient les batteries souvent. C'était un live. Je crois que c'était toutes les 6 heures, il fallait aller changer les batteries des caméras. Donc, il y avait Emmanuel Coindre qui venait un petit bateau. Avec un technicien là pour changer les batteries, pour récupérer, pour faire, parce qu'en fait ils ont fait 65 heures d'images multipliées par le nombre de caméras. Donc je sais même plus combien il y avait de caméras. Il y en avait 7 ou 8 plus Florent qui était le réalisateur, qui était à bord, qui quittait pas sa caméra, dormait avec, il quittait pas sa caméra, donc il tournait tout le temps, plus le drone qui a fait des images absolument magnifiques. Donc à la fin, vraiment, j'avais une sorte de pensée pour les monteurs qui allaient dépioter toutes ces images qui étaient vraiment en volume. Ça fait quand même un truc important, hein. Ça tournait tout le temps. Donc non, et puis McFly et Carlito, tu vois, ils sont habitués à cet environnement là d'être filmés tout le temps, et on voit que c'est très très naturel chez eux, hein. Ils sont vraiment, il n'y a pas beaucoup même je ne vois pas de différence entre les moments où ils sont devant la caméra et puis le moment où ça s'arrête et voilà, ils continuent exactement dans la même veine. Voilà, c'est vraiment super d'être dans ce genre de projet, hein. Et c'est vrai que justement, c'est une question que j'avais envie de vous demander, mais nous, on les voit de notre écran, on voit juste des vidéos en plus, donc c'est à la fois humain parce que ils font quand même des choses qui sont basées sur l'humain, les rencontres, tout est basé quand même sur l'humain dans leurs vidéos. Et à la fois, on les connaît pas plus que ça. Et vous, pour le coup, vous les connaissiez pas, donc vous avez un regard hyper objectif, entre guillemets, parce que vous avez aucune raison de les avoir jugés, entre guillemets, avant, que ce soit positivement ou négativement. Comment vous les décririez, du coup, avec l'expérience, les moments que vous avez eu avec eux, ces deux gars-là, entre guillemets?
Bah, tu vois, moi, ce que je me disais, c'est souvent quand on voit des gens à la télé, on sait pas finalement. La caméra, c'est quand même un miroir très déformant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des imbéciles, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment des gens extraordinaires. Et parfois, la caméra ne redonne pas ça. Tu vois, et donc effectivement, quand on voit quelqu'un sur des images, c'est difficile de savoir si c'est un emmerdeur, un mec super. T'en sais rien en fait. Et là, eh ben, finalement, moi j'ai trouvé que le fait d'être comme ça devant une caméra 24 heures sur 24 fait que bah, j'ai eu l'impression moi qu'il y avait plus de sincérité de leur côté que parfois chez des gens que j'ai pu côtoyer qui devant la caméra jouent un personnage et puis finalement bon bah ça dure pas trop longtemps donc c'est facile de se mettre un peu dans un personnage le temps que les images s'effacent et puis de redevenir ce qu'on est, soit pas terrible, soit super, en dehors du moment où la caméra tourne. Là, comme la caméra tourne tout le temps, quelque part, quand tu dis que tu les connais pas, en fait, si tu les connais, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça, en train de rigoler tout le temps, d'essayer de faire des choses intéressantes. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils étaient vraiment sincères, que c'était intéressant, qu'ils essayaient de mener leur journée d'une façon organisée pour arriver à proposer quelque chose qui les satisfont eux, mais qui satisfait aussi leur équilibre familial, leur équilibre avec les abonnés qui regardent leurs vidéos. Et je pense que ça fait partie de leur réussite, c'est d'arriver à faire les choses d'une manière qui n'est pas forcée. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ils te racontent ce qu'ils ont envie de raconter et qui ils sont vraiment. Je pense que c'est très difficile de se déguiser quand tu as une caméra sur toi en permanence. Donc, et comme eux, ils sont quand même beaucoup devant les caméras. Et d'ailleurs, tu vois, on a fait l'avant-première du film. Ils avaient invité quelques-uns de leurs amis youtubeurs. Écoute, j'ai trouvé que c'était une atmosphère ultra bienveillante, ultra professionnelle aussi. Franchement, les gars, ils prennent une place là, tu vois, parce que YouTube, Internet, c'est en train de remplacer la télé, hein, tu vois, de pouvoir accéder à des vidéos quand tu le veux sur les sujets qui t'intéressent. Je pense que c'est l'avenir. C'est donc la télé, c'est déjà un outil du XXe siècle, on va dire. Mais et donc les gens qui sont les plus vus comme ça sur ces outils là, franchement, là j'en ai approché un petit peu quelques-uns. Ils m'ont bluffé quoi. Je me suis dit je comprends pourquoi on a envie de les regarder, pourquoi ça marche, pourquoi et parce qu'ils ont un sacré rythme de vie. C'est du boulot, hein. C'est pas juste comme ça, on claque des doigts et puis il y a plein d'abonnés, etc. Donc ils ont eu un parcours, ils ont une expérience, ils ont un savoir-faire, un professionnalisme, ils sont sincères. À la fin, ça marche. Et pourquoi parce qu'il y a tout ça justement. Et c'est donc non, moi j'ai trouvé ça très pro, très intéressant. C'est plutôt moi qui ai des leçons à prendre tu vois, que l'inverse. Et je pense que justement, cette génération de gens qui arrivent là, elles vont pousser, elles vont remplacer les vieux ronds-blonds là qui sont là, qui comprennent rien. Et ça établit, enfin, je pense que le côté positif, c'est ça risque d'établir plus de proximité, plus de sincérité, et peut-être plus de solutions à des problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre monde actuel qui est quand même assez compliqué. Alors peut-être aussi, c'est des outils qu'il faut savoir manier, tu vois. C'est-à-dire que si tu te laisses manipuler, si tu comprends pas ce que tu regardes, ça c'est l'éducation, hein. On en revient toujours à l'éducation. Faut apprendre à utiliser ces outils. Voilà. Mais bon, c'est comme quand la télé est apparue, il y avait que la radio avant, on a dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, Internet apparaît, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, c'est toujours un peu les médias, ça a toujours été une histoire comme ça où on s'est dit oh c'est bizarre cette histoire, etc. Mais là non, là moi j'ai trouvé qu'il y avait des personnalités vraiment très très intéressantes et qui racontent des choses qui va plaire à un public qui va y trouver justement ces éléments là dont on parle. Donc, non, j'ai vraiment vécu une très bonne expérience. J'ai une très bonne image de
tu vois, des youtubeurs. Enfin, après, c'est comme partout, si tu vas en avoir des bons, des moins bons, Bien sûr, ouais. C'est des êtres humains, ouais. En tout cas, là, tu vois, dans la connexion, quand on s'est vu la première fois à Courbevoie au club d'aviron, je sais pas, ça a pris 30 secondes. Et on a commencé à rigoler, à sentir qu'il y avait une espèce de petite chose en commun. Moi, je leur avais dit, faites ce que vous voulez, que j'apparaisse ou pas dans la vidéo, ça m'est complètement égal. C'est vous qui savez ce que vous aviez à faire. Je vous fais complètement confiance. Vous faites ce que vous voulez. Et puis finalement, comme le courant est bien passé, ça s'est vu. Ils m'ont gardé un peu, et ça a fini par faire une relation qui a été sympa, amusante. Et on a bossé, hein, parce que moi j'ai bossé tout l'été pour préparer ce truc-là, entre la préparation des rameurs, du bateau, du matériel, la météo, ça n'a pas été facile, tu vois, Méditerranée, donc c'était vraiment intéressant parce que ça s'est pas fait dans la facilité, et au bilan, l'expérience, tu vois, on est quoi, 2 mois après, je suis content d'avoir fait ça. Et justement, il y a ce qu'on voit sur cette caméra, vous l'avez dit, il y a eu plusieurs mois de préparation, il y a eu le pendant, et finalement, nous, on voit 1h50, vous avez vu 65 heures plus l'avant et un peu l'après peut-être. Est-ce que vous aurez une anecdote, peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu? Déjà, tout à l'heure, vous nous avez régalé en montrant les lunettes. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu dans ces 65 heures-là, finalement, que vous avez vécu de votre œil à vous? Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs des anecdotes. Tu vois, je parlais de la météo. La Méditerranée, c'est pas facile. Et tu vois, par exemple, on est arrivé un dimanche soir à Mandelieu avec Emmanuel. On s'installe. Le lundi, le catamaran qu'on devait louer finalement n'était pas disponible. Il a fallu qu'on en retrouve un autre. Et on regardait la météo. Le lundi, OK, on fait Mandelieu-Calvi. Le mardi, on est obligé de rappeler tout le monde parce qu'on dit, bah non, là, ça a changé, on va faire Calvi-Mandelieu parce que le vent a tourné. Oh non. Donc, Arnaud, qui s'occupait pour la production de tout ce qui était logistique, fait tout le boulot pour faire tout à l'envers. Il a fait un AVC. Mercredi matin, on regarde les cartes météo, on dit, bah non, c'est Mandelieu-Calvi. Alors là, Arnaud, il devenait fou. Hein. Tout le monde devenait fou à la production. Et moi, on m'appelait pour me dire, écoute, Patrick, quand est-ce que tu nous dis que c'est fixé ou que c'est pas fixé? J'ai dit, écoute, moi, le jour où il y aura quelqu'un qui maîtrisera la météo de la Méditerranée parfaitement, tu m'appelles parce que moi, j'ai pas la solution. Consulte qui tu veux, n'importe quel météorologue, c'est pas simple. Et à la rame, c'est encore moins simple parce qu'un petit vent, tu es obligé de suivre le vent si tu veux globalement. Donc du coup, si tu as du vent qui souffle de Calvi vers Mandelieu, tu peux pas faire Mandelieu-Calvi. Donc là, il y a eu un petit stress, mais ça s'est bien passé. Et la deuxième anecdote à laquelle je pense, c'est que tu vois, quand on est arrivé à Calvi, en pleine nuit, 3-4 heures du matin, écoute, sur la citadelle, il y avait des gens qui criaient « Oui, McFly, Carlito, on vous aime !» Il y avait les portables, c'était l'arrivée du Vendée Globe. On avait fait 3 jours à peine entre le continent et la Corse par un vent qui n'avait pas la gueule des tempêtes des mers du Sud pendant le Vendée Globe. On était à l'arrivée du Vendée Globe. Voilà, c'est McFly et Carlito, ils ont quand même cette capacité à mobiliser autour d'eux des gens qui ont envie de les voir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et on s'est retrouvé à faire une arrivée du Vendée Globe alors que souvent, moi, quand j'arrive de mes traversées, il y a 3 personnes qui arrivent là, et encore, il y en a 2 qui passaient par hasard, tu vois. Donc là, c'était pas le cas. Donc ça me changeait un peu de mes arrivées habituelles. Donc non, je dis bravo d'avoir créé cette communauté autour d'eux là, mais par sincérité quelque part, tu vois. Et donc voilà. Donc ça, c'était quand même assez étonnant et amusant voilà. Moi, j'ai jamais eu une arrivée comme ça aussi. Là, vous l'avez eu. Voilà, là, c'était un peu pour vous aussi. La vraie arrivée, c'est de la vraie arrivée. Voilà.
Et puis il y a Red Bull, hein. Red Bull était là, Red Bull, c'est des gens qui font des vidéos tout à fait extraordinaires, hein. C'est sur Internet, tout ce qui est extrême. Voilà, les athlètes Red Bull, c'est des gens qui sont champions du monde, hein, en gros. Hein. Donc Red Bull se lançait sur un créneau un petit peu différent de ce qu'il faisait habituellement, puisque là on n'avait pas affaire à des champions du monde, loin de là, mais on avait affaire à des gens qui étaient capables de mobiliser du monde autour d'un projet qui était quand même très difficile par rapport au niveau qu'ils avaient au départ. Et Red Bull, c'est des gens pros, carrés. Il faut que ça se passe d'une façon organisée. Et ça s'est très bien passé parce que chacun avait cette démarche en fait, hein, que ce soit Emmanuel dans la préparation de son bateau. Moi, j'ai jamais vu un bateau aussi bien préparé que le bateau qu'on a mis à disposition de McFly et Carlito, et beaucoup par la ténacité et le perfectionnisme d'Emmanuel, à la fois sur le catamaran, la préparation, les gens qui faisaient le direct, Camille qui était là pour assister McFly et Carlito, les équipes de production, etc. Ça, en fait, ça a concerné beaucoup de monde, et à force de mettre en place des choses de façon professionnelle, eh ben écoute, à la fin on en retire un objet qui pour les fans, et moi j'en suis devenu un, est intéressant, hein. C'est des images de rame comme on n'en a jamais fait nous en tant que rameur sur des traversées, parce que là il y avait un peu de matériel, on pouvait faire du direct parce qu'on avait un kata qui était à moins de 50 mètres du bateau, et donc ça permettait de faire du direct. Non, c'était vraiment hyper intéressant comme expérience, tu vois. Et l'anecdote de l'arrivée comme une arrivée du Vendée Globe, c'est quand même amusant à 3 heures du matin. C'était pas mal. C'est pas le chenal des Sables d'Olonne, tu vois, qui est le chenal d'arrivée du Vendée Globe, mais maintenant on dira il y a l'arrivée à Calvi. Même Mike Horn était là avec son bateau parce que il avait trouvé que c'était tout à fait exceptionnel comme. Il y avait Mike Horn avec son bateau? En tout cas, il y avait le bateau de Mike Horn. Mike Horn, il était en Corse à ce moment-là et son bateau était à Calvi. Ouais. Donc, excellent. Donc voilà, écoute, moi j'invite Mike Horn pour essayer de battre le record de McFly et Carlito. Maintenant qu'ils ont établi faut aller le chercher. Hein. Un temps de référence, il va falloir aller le chercher. Et au tout début, je vous demandais votre objectif, pourquoi vous avez fait ça au départ. Et je vous le disais quand on s'est appelé aussi la première fois. Moi, c'est quelque chose qui m'attire, ce genre de traversée. Et évidemment, à petite échelle, juste le fait de le faire, parce que justement, il y a peut-être ce truc où on se retrouve soi-même. Il y a le côté dépassement, il y a le côté où on sort totalement de notre cadre, etc. Et vous, en fait, moi, je me dis, si demain je le fais, comme McFly et Carlito, je vais le faire. Je vais aller au bout, je vais en tirer plein de conclusions, d'expériences, etc. Et je l'aurais fait. Et vous, en fait, ce qui est fou, c'est que vous l'avez fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 8 fois, 9 fois. Est-ce que l'objectif a changé? Pourquoi l'avoir refait, en fait, quelque part? Ouais, bonne question. Moi, je le refais parce que j'aime ça. Hein, parce que franchement, aller vivre dans une niche à chiens, à ramer 12, 15, 16 heures par jour. Oui, mais ouais, c'est clair. Bon, si t'as pas trop envie d'y aller, il faut pas trop se forcer. Hein. On n'a pas besoin d'avoir fait une traversée de l'Atlantique à la rame pour réussir sa vie. Donc, moi, c'est tout simplement parce que ça me plaît. Hein. Parce que j'aime bien ce côté. On te débarrasse quelque part de toutes les fioritures dont on peut s'entourer dans une vie classique. Là, ton souci, c'est de faire avancer le bateau, de survivre, faire ton eau, se nourrir correctement, apprendre à récupérer le plus vite possible, gérer ton effort pour que tu sois le plus efficace possible, pour faire avancer le bateau plus rapidement possible, sachant qu'il va pas vite. Hein. On avance à la vitesse d'un marcheur quasiment. Donc, et tout ça dans un environnement que moi je trouve magnifique. Avec parfois pas de vent, mais parfois aussi du gros vent, des vagues importantes, des situations qui peuvent être potentiellement dangereuses, mais qui te font vivre tout simplement. Tu vois, c'est qui te font te découvrir toi-même. Donc pour moi, c'est des opportunités incroyables. Et donc à chaque départ, c'est le même.
c'est le même plaisir. Et à chaque arrivée, jusqu'à maintenant, je me suis dit, bon, quelle sera la prochaine? Ça, c'est des choses qui me plaisent, tu vois, et qui me permettent de rendre ma vie intéressante. Tu vois, quand je me lève le matin, je sais pourquoi, je sais ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est quand même quelque chose de précieux. Bon, on va finir sur ces belles notes. Déjà, merci beaucoup en tout cas. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Ça s'est fait très rapidement, très spontanément. C'était vraiment très cool. Les échanges avant, en tout cas, ça a été un pur régal pour moi. Puis j'espère que vous avez apprécié aussi. Bah, écoute, moi j'ai vu ton nombre d'abonnés qui n'arrête pas de grimper là. Et là, on parle, j'ai un problème sur YouTube. Mon nombre d'abonnés, c'est bloqué. Je vais appeler YouTube après l'échange. Bah oui, écoute, là, c'est pas normal, tu vois. Quand on commence à parler comme ça en dizaines de millions d'abonnés, bon, je me suis dit peut-être que une ou deux personnes vont peut-être potentiellement avoir envie d'aller regarder la traversée de McFly et Carlito, parce que bon, c'est le but. Vu qu'ils sont un peu en difficulté, j'aurais quand même envie de les aider. Voilà, non, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. La façon dont ta chaîne fonctionne m'a vraiment intéressé. Je pense que tu essayes de t'intéresser à l'intérieur des choses. On a un peu plus le temps de discuter que dans des formats très très courts. Et donc, ça m'a donné envie de répondre positivement à ton invitation. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation sur vos prochains projets de traversée. Bah écoute, à toi, bonne continuation à ta chaîne. Je suis sûr qu'elle va aller très très loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.